Netflix, c'est une boîte qui applique hyper bien la transparence et qui très vite a parlé de radical candor et qui dit en fait on va se donner des feedbacks pour s'améliorer et surtout on veut garder les meilleurs parce qu'en fait on veut être les numéros 1 et on va pas y arriver si on n'a pas cette équipe sportive de haut niveau où chacun veut se dépasser justement marrant, et on veut les meilleurs dans chaque domaine. Si tu prends Netflix, typiquement, en fait, ils ont toujours ce truc où ils vont trier les films et ils en sortent des nouveaux, ils en font monter certains et ils en sortent tout le temps du catalogue. L'analogie marche bien. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue, je suis cofondateur et CEO de Tudigo. Et dans cette série de vidéos, on décortique les facteurs clés de succès humains des meilleures startups et scale-up. Et pour ça, je suis rejoint par Wendy. Salut Wendy. Hello Alex. Wendy, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, avec plaisir. Donc Wendy, ça t'as compris, je suis Chief People Officer chez Tudigo. Et avant ça, 2 grandes étapes dans ma carrière. La première, c'est 8 ans chez L'Oréal, où j'ai été vraiment creuser tous les sujets change management, talent management et même acquisition de marque, donc le grand groupe. Et suite à ça, j'ai passé 2 ans chez Back Market, donc là dans un contexte plus scale-up, où quand je suis arrivée, le pitch c'était de faire passer grosso modo l'entreprise de environ 400-450 personnes à environ 600-650, donc un vrai scale comme on en entend parler plusieurs fois. Ok, et tu bossais chez L'Oréal et chez Back Market en tant que du coup, que sur des dynamiques ressources humaines, au sens global du terme. Donc, talent acquisition, DRH. La dernière fois, Wendy, on avait exploré l'importance de la culture d'entreprise et qu'est-ce que c'était la culture, les valeurs pour une entreprise au-delà de l'aspect bullshit, du baby-foot et des séminaires. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais bien creuser avec toi comment on fait de la culture un levier de la performance pour la boîte. Vaste sujet. Oui, vaste sujet, effectivement. Peut-être pour se refaire le rappel, yes. et vraiment avec cet angle-là de performance, est-ce que tu pourrais nous redéfinir qu'est-ce que c'est une culture d'entreprise? On recommence sur la définition, on se redonne les grandes bases. Alors, j'avais donné une définition assez large, mais qui consistait à se dire finalement, quand on parle de la culture d'entreprise, on parle d'un tout. On parle d'un tout qui est défini à la fois en interne et à la fois en externe. Si on devait retenir un concept sur chaque, en interne, il y avait ce côté « what you do is who you are ». On avait cité Ben Horowitz qui disait finalement une somme d'actions, de façons de se comporter à l'intérieur de l'entreprise qui vont faire émerger une culture d'entreprise et te dire que finalement dans ton ADN et dans tes valeurs, tu dois retrouver ces valeurs parce que c'est un miroir. Donc il y avait vraiment cette dynamique interne très forte qu'on avait été creusée. Et la deuxième brique qui est hyper importante, c'est la dynamique externe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce que les fondateurs ont dans leur trip? Quelle est la mission qu'on va aller viser? Et on s'est aligné avec finalement le triptyque vision, mission, valeur, où là, la rencontre de ce qu'on est en tant que groupe, donc ce qu'on va chercher au niveau d'une boîte, et ce que sont les fondateurs, la mission qu'on va aller reach, atteindre, se rencontrent pour finalement se dire, guys, en fait, nous, voilà ce qu'on est, voilà ce qui nous définit, et voilà là où on a envie d'aller. Et c'est ça qui nous permet finalement de définir les grands principes, les grandes valeurs qui définissent la façon dont on va travailler ensemble au quotidien et être le plus performant possible, justement. Ah ok, alors du coup, et justement par rapport à ça, comment toi tu définirais la performance? C'est en face de sujet, effectivement. La performance de manière générale, en fait, je pense qu'il faut repartir du triptyque à nouveau. On avait vision, mission, valeur. Je pense que la première chose qu'il faut se dire au niveau de la performance, c'est assumons-la. En fait, on voit souvent dans les startups, scale-up et tous les modèles un peu RH qui se développent, on veut potentiellement un peu se cacher parfois, je vais être un peu clivante, mais derrière la bienveillance, on veut être sympa. Et on oublie… La performance, c'est hyper mal vu. Ouais, exactement, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on l'entend bien dans le milieu sportif, ouais, exactement. Mais alors dans le milieu de l'entreprise, c'est synonyme de maltraiter les gens. Exactement, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est entre guillemets un postulat, une réflexion de base hyper intéressante parce que si on commence par assumer le fait qu'on veut être performant, alors déjà on peut définir ce qu'est la performance. La performance, elle est relative à la mission, à la vision de la boîte. Nous, qu'est-ce qui va faire qu'on y arrive? Quelle mission on veut atteindre? C'est ça qui va définir la performance de la boîte. On a des chiffres, on a un business à aller chercher. Nous, chez Tudigo, on veut démocratiser l'investissement de mon côté, on va aller un peu dépoussiérer finalement ce monde qui a été longtemps réservé à une élite. Donc, derrière, c'est parce qu'on fait ce travail de redéfinition de la vision, de la mission et qu'on sait très concrètement là où on va aller, qu'on pourra définir la performance. Et derrière ces performances, on va mettre des indicateurs. Je pense que j'apprends rien à personne. Et quand on parle d'indicateurs, assez rapidement, on va se parler d'OKR, d'Objective and Key Results. Tu peux définir les OKR, parce que c'est pas une notion qui est familière pour tout le monde. Enfin, ouais. Je pense que dans ceux qui nous regardent, tout le monde en a entendu plus ou moins parler. Ouais. Maintenant, c'est quand même OKR, c'est Objective and Key Results. Donc déjà, c'est pas un nom français. Ouais. Et ça nous vient de, je crois, Google. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà.
est-ce que tu peux le définir pour ceux qui ne connaissent pas et puis pour ceux qui en ont entendu parler, essayer de nous le vulgariser, de nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Et qu'est-ce qui est un OKR, qu'est-ce qui n'est pas un OKR. Ouais. J'aime bien que tu aies utilisé le mot on va simplifier parce que justement, je pense que les OKR, on en parle beaucoup, on s'en fait tout un monde et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si on fait une analogie, et c'est celle qu'on avait aussi utilisée en interne, alors je repars un tout petit peu sur les origines. Effectivement, les OKR, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on se reparle de Google, probablement en 1999 ou quelque chose comme ça, où l'entreprise, ils doivent être une quarantaine de salariés, je pense, à ce moment-là, et ils mettent en place, en tout cas, ils utilisent cette méthode des OKR. Qu'est-ce qu'il y a derrière la méthode d'OKR? Et donc là, bon, je parlerai un peu, je reviendrai sur l'exemple Google. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette méthode OKR? Il y a un objectif de focus, de priorisation. Si je vraiment simplifie beaucoup, on voit les OKR comme un GPS. Pour faire simple, on a des objectifs au niveau de la boîte. On revient toujours, cette mission à aller chercher. Et pour aller atteindre cette mission, on a besoin de se définir des priorités. On a besoin de faire des choix sur quels sont nos choix stratégiques, quel business, qu'est-ce qu'on va aller tacler en priorité. Et ça, c'est l'entrée numéro 1. Choisir, c'est renoncer. Donc, définir des OKR, c'est être capable de se dire quelles sont, en tant que boîte, les priorités qu'on veut aller tacler là, dans l'année à venir, dans les 2 années à venir. Il faut qu'on soit extrêmement clair. Dit autrement, c'est un cap. C'est un cap ou c'est un GPS. Moi, j'aime bien me dire que au niveau de la boîte, on a le cap. On sait où on veut aller. Donc là, on a l'obj, on a le O de OKR. C'est très clair. Une fois qu'on a ces jeux, vous dites, OK, mais comment on va s'assurer qu'on va dans la bonne direction? De la même manière qu'on a un GPS, on va avoir le cap et on a différentes routes pour y arriver. Et en fait, ces différentes routes, c'est avec les différents checkpoints, les différentes voies pour y arriver. La question, c'est à chacun des checkpoints, individuellement au niveau de la boîte, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction finalement? On peut tester une voie, on peut tester une autre voie. On doit systématiquement s'assurer que les voies qu'on teste nous font à un moment donné converger vers la mission globale et vers l'objectif final. Donc une fois qu'on a dit OKR, on peut en parler de façon très compliquée, mais tu as un cap, différents checkpoints, et tu t'assures que tu vas dans la bonne direction. Et ces checkpoints, c'est un peu des key results. Donc à chaque fois que tu fais un point, tu te dis, OK, moi j'ai un objet à atteindre. OK, est-ce que je l'ai atteint? Et si oui, est-ce qu'il m'a fait bouger dans la bonne direction? Si c'est le cas, génial, on continue. Et si c'est pas le cas, soyons agiles. Peut-être que potentiellement, il va différemment. Et finalement, même si c'est très simple, ça reste quand même quelque chose qui, à un moment dans le temps, et d'ailleurs pour certaines boîtes, est assez révolutionnaire, ou en tout cas vient quand même chambouler des cultures de boîte. Et d'ailleurs, ça c'est même presque ça sous-tend des cultures, je pense, les OKR. Nous, je sais que la mise en place des OKR s'est fait dans la douleur et a mis du temps, parce que c'est pas simple pour les gens, c'est pas une façon naturelle de travailler. Donc, finalement, si tu n'as pas des OKR, comment tu fonctionnes dans les grands groupes? Si on se prenait, tu as été chez Areva, je crois, avant, L'Oréal, pendant 9 ans. Comment est-ce qu'on pilote la performance? Comment est-ce qu'on maintient le cap? Ouais. Alors, je pense qu'on a toujours un cap. Quoi qu'il arrive, difficile d'atteindre une mission ou de faire avancer une boîte sans avoir un cap. Donc, j'espère en tout cas que toutes les entreprises en ont, et c'était très clairement le cas pour moi chez Areva, L'Oréal, etc. Maintenant, je pense que la différence majeure que je vois entre les grands groupes et ce qu'on peut aller chercher nous en tant que start-up scale-up, c'est le focus absolument clé qu'il faut avoir. Je dis pas que c'est pas vrai quand on est plus gros, parce qu'on voit qu'un Google continue de le faire, mais le focus est différent. Quand on est petit, entre guillemets, qu'on est en train de se construire, encore une fois, c'est ce que je disais. Choisir, c'est renoncer. Si je te prends, par exemple, on reprend Larry Page tout à l'heure chez Google, c'est dire à un moment donné, je vais mettre mon focus sur l'indexation du web entier. Parce que, à un moment donné, on a besoin d'aller détrôner tous les moteurs de recherche et notre focus, il va être là-dessus. Et on a des ressources limitées aussi. Exactement. Et on a des ressources limitées. Donc, en fait, on ne peut pas se concentrer sur tout en même temps, parce qu'on est à peu près sûr de rien tacler. Donc, je pense que quand on est petit et qu'on veut aller... Tout dépend de l'ambition qu'on a, mais quand on veut aller tacler un marché, tu vois, Alan qui va attaquer le marché de la mutuelle, nous qui allons tacler le marché de la démocratisation, Google qui allait à ce moment-là indexer le web entier. Quand tu as une mission aussi forte et innovante qui vient un peu casser les codes un peu classiques, alors tu es obligé d'aller se concentrer, parce que tu peux toujours prendre 10 000 voies différentes, mais tu ne seras pas le meilleur, tu vois. Donc, comme toutes les théories le disent et on n'a rien inventé, un athlète ne devient pas un athlète s'il se concentre sur tout d'un coup. Donc, en fait, il a des objectifs. Et lui aussi, en fait, l'athlète aussi a des OKR d'ailleurs. Je me un peu, mais ouais. L'athlète, Usain Bolt, ne devient pas Usain Bolt en se concentrant sur tout d'un coup. Il a une discipline, il y va, il se fixe des objectifs, des petits paliers au fur et à mesure en vue d'un objectif final. Bon, c'est un OKR. Une fois qu'on a dit ça, on a défini un OKR. Donc ça, c'est vrai dans les startups scale-up parce qu'on a besoin de concentrer sur une mission. Comment ça marche au niveau des grands groupes? En fait, le focus, tu as toujours des objectifs, évidemment, et moi, j'en avais même à un titre individuel, et il y en avait dans les équipes, mais ils sont liés
je dirais que quand la boîte est très grande, il y a une mission globale, mais ensuite, il y a plusieurs missions à l'intérieur de la mission. Puisque finalement, chez L'Oréal, on va aller tacler le monde de la beauté de manière générale, mais le groupe est si grand qu'on a différentes divisions, donc la mission globale est déclinée, et donc on ne va pas jusqu'à ce niveau de granularité aussi forte, mais on a quand même des objectifs qui sont fixés à titre individuel, pour des pôles, pour des missions business. Mais on n'a pas cet absolu focus que je vais appeler presque monomaniaque qu'on peut avoir au niveau d'une startup et d'une scale-up, parce qu'on va breaker un marché, parce qu'on a besoin de réinventer concrètement un marché. Alors nous, typiquement, si je prends l'exemple de Tudigo, on avait un focus, on a toujours un focus, mais ce que je vois dans la mise en place ou les mises en place successives des OKR, parce que je pense qu'on a fait une bonne dizaine d'itérations sur les 5 dernières années, et surtout, en fait, on voit qu'il y a c'est pas simple de le faire adopter, et qu'à chaque fois, et que plus on avance dans le temps, plus en fait on évolue dans la capacité à fixer des bons OKR versus des mauvais OKR, et puis finalement à les vivre au quotidien. Qu'est-ce qui change entre une boîte qui, sait globalement son focus, sait que je veux démocratiser l'investissement d'un côté, ou je veux tacler le marché de la beauté et faire X millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un objectif, c'est le chiffre d'affaires, c'est le marché de la beauté. Je vais dire que je l'attaque par les crèmes pour les jeunes. Fine, c'est le focus. Et la boîte qui, pour le coup, a décomposé ça en OKR et travaille vraiment avec les OKR Google style. Soit ta question, comment est-ce qu'on le décompose? Ma question, c'est qu'est-ce que tu vois, toi, comme différence majeure à la fois dans le fonctionnement et dans les résultats entre une boîte qui connaît sa mission, ses valeurs, un peu comme je pense à L'Oréal, et une boîte qui travaille vraiment vraiment rigoureusement sur le schéma des OKR. Ok, c'est clair. Je vois comme deux grandes différences, et je vais les détailler, mais la transparence, et deux, l'investissement des équipes. En fait, une mission, c'est un peu comme les valeurs. C'est pareil, tu peux avoir une mission, tout le monde la partage, mais tu t'en sens pas investi. Tu ne comprends pas quelle est ta place. Un des facteurs clés de succès, et je pense que c'est ça qu'on doit travailler dans l'accompagnement des équipes, et tu le dis très justement, c'est un travail qui prend du temps et c'est un travail qui demande d'être accompagné. Donc là, on retouche à la culture. On est sur la culture du changement, on doit accompagner les équipes. Pourquoi je dis transparence dans un premier temps? Parce que ça amène à dire aux équipes et à partager aux équipes le chemin qu'on veut prendre pour aller atteindre cette mission et leur partager la façon la plus transparente possible. Et là, il faut assumer, encore une fois, toujours dans cette dynamique de transparence, je pense qu'il faut assumer la logique de performance qu'on va aller chercher. Comme Netflix dit, effectivement, on n'est pas une famille, on est une équipe de sport professionnel, on s'en est déjà parlé, toi et moi, de ça. Et c'est hyper important parce qu'en fait, il faut, je pense, assumer ce qu'on est. Je crois vraiment que c'est un facteur clé de succès, c'est assumer là où on veut aller, comment on veut y aller et le partager avec les équipes. Je lisais une étude là récemment, on pourra la partager, mais je te disais que de partager des objectifs clairs et mesurables avec les équipes, ça augmente les chances de succès de 76%. C'est énorme. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, on a souvent l'impression qu'on va micromanager, que ça va être un fonctionnement militaire. Évidemment, c'est pas très intéressant d'aller jouer. Mais c'est pas vrai. Je pense que chacun individuellement, même dans la façon dont on s'épanouit avec ses personnels, a besoin de comprendre quelle est sa contribution à la mission globale. Et ça, c'est le deuxième sujet dont je parlais. Là, il y a la transparence. Et le deuxième sujet, c'est comment tu te sens investi et passionné par le sujet. La passion, c'est un domaine qui est très très bien travaillé par L'Oréal en l'occurrence, mais parce que la passion émerge aussi de la façon dont tu communiques la mission et dont tu partages avec tes équipes le comment on va y aller ensemble. Et comment toi, alors t'es cofondateur SAN, mais comment toi aussi en tant que salarié, tu vas contribuer à la mission de Tudigo. Si moi je me sens investi et je sens que ma place elle est là, alors j'ai envie d'y aller, ça donne du sens à mon métier. Et finalement, à nouveau c'est assez simpliste, mais pour aller chercher la performance, tu as besoin d'équipes qui soient investies à ce que tu cherches. L'entreprise, elle a une mission business, elle a besoin d'aller chercher de la performance, c'est un business, je pense qu'encore une fois, il faut l'assumer. Puis de l'autre côté, les collaborateurs, les candidats, ils vont chercher du sens, ils vont chercher une aventure, etc. Ce qu'on veut, c'est faire matcher les deux. Plus on est transparent sur ce qu'on veut, ce qu'on est, le marché qu'on veut aller tacler, plus on est en miroir, ça aussi on s'en est déjà parlé toi et moi, plus on est en miroir en interne versus en externe, plus on va aller chercher les personnes qui vont avoir envie d'aller tacler cette mission ensemble. Donc la transparence, l'investissement, la déclinaison, elle y va parce qu'on accompagne aussi les équipes. Et si nous on itère et on va continuer d'itérer, c'est parce qu'on a besoin d'embarquer avec nous. Et en fait, c'est ça le sujet, d'embarquer dans la mission. La mission ne peut pas être portée que par les fondateurs et pas que par le codir. On a besoin d'embarquer et en embarquant, il faut que chacun, individuellement, comprenne sa contribution. En fait, je pense que tu as fait le parallèle tout à l'heure avec les équipes de sport, mais c'est peut-être encore, effectivement, je pense que c'est assez parlant. C'est un peu comme
dans le sport, si on prend un sport collectif comme le foot ou le basket, chaque poste a une fonction très précise et a des stats très précises. Tu vas regarder, il y en a un, on va regarder le nombre de passes décisives qu'il fait, l'autre le nombre de corners qu'il fait, l'autre qui est le nombre de buts qui va tirer, l'autre le nombre d'arrêts qu'il a. Et en fait, si tu disais à l'équipe, le but c'est juste de gagner le match et d'arriver à 3-0 ou juste de gagner la compétition, en fait tout le monde ferait un peu de tout et tu aurais ton défenseur qui, il ne sait pas exactement qu'il ne resterait pas à son poste en fait, et donc en fait tu aurais une ligne de défense qui est rompu. L'attaquant, il serait un peu au milieu. Celui qui est au milieu, pareil, il irait devant. Et en fait, ça fonctionnerait pas. Et c'est la même chose finalement dans une entreprise, c'est de se dire, ça c'est ta place. Ça veut pas dire que tu vas être un robot. Tu fais des passes. Mais bien sûr. Effectivement, on a besoin que tu fasses ce job-là et cette passe-là, parce que si tu la fais pas, en fait, il y a un trou. Exactement. Et donc toi, tu dois être plus tu es performant à ton endroit, plus tu donnes de chance au reste de l'équipe, à ceux qui notamment en particulier qui sont avant, après toi, les autres chaînons là, de cette sorte de chaîne, de bien faire leur job. Complètement. J'adore l'analogie et c'est exactement ça, effectivement. Si tu caricatures, je ne sais pas si je serais aussi doué que toi sur l'analogie avec le foot. C'est pas compliqué pour ceux qui me connaissent. En tout cas, tu as effectivement l'attaque et la défense et chacun doit effectivement être à son poste, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aller aider le copain, mais en l'occurrence, effectivement, c'est parce que au-delà d'être à sa place, chacun est le meilleur dans ce qu'il fait. Et ça, c'est hyper important aussi. Et là, on retouche aux valeurs dont on parlait la dernière fois, parce que c'est pas parce que, et alors là, je pense qu'on a des milliers d'exemples, on pourra en citer là pour le coup si tu veux, mais c'est pas parce qu'individuellement on est bon et performant qu'en fait ça fait réussir l'équipe au global. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que si collectivement, en l'occurrence là, l'équipe de foot n'est pas alignée avec les valeurs et qu'on les partage pas, tu peux avoir un électron libre qui en l'occurrence fait juste pas du tout gagner la team, au contraire est néfaste pour le reste de la team. Et là on retouche précisément aux valeurs et à pourquoi c'est hyper important. Quant à si on peut se parler de Benzema ou peu importe, en tout cas on a beaucoup d'exemples sur le sujet où la performance individuelle ne présage absolument pas de la performance de l'équipe, bien au contraire, et là on va retoucher aux valeurs un peu globales. Donc oui, c'est hyper important que chacun connaisse son poste, sa contribution globale, l'esprit d'équipe et comment on y arrive collectivement. Alors je vais essayer de repiquer sur notre sujet initial finalement qui était en effet... Comment est-ce que la culture, comment tu fais pour que la culture soit un driver clé de ta performance et tu parlais tout à l'heure du miroir. Peut-être, j'aimerais qu'on revienne dessus. Je trouve que c'est un concept assez intéressant. Avec cette question-là, comment tu alignes les valeurs en fait, de l'entreprise avec les objectifs de la perf? Et je pense que c'est là qu'on repique avec ton concept de miroir, mais j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus. J'ai deux concepts qui me viennent en tête là. Ça va répondre en deux temps à ta question. Le premier concept, c'est tout cet alignement dont on se parle souvent, toi et moi, qui est business, organisation, people. Ça retouche avec ce qu'on vient de se dire avec l'équipe de foot juste avant. Tu peux peut-être expliquer ce business, orga, people? Oui, bien sûr. C'est l'idée de se définir. Franchement, on ne réinvente pas la route. L'idée, c'est de se dire, on a toujours ce triptyque dont on parle systématiquement, la vision, la mission et ensuite les valeurs. On est dans un business. On va tacler un sujet business. Je pense que c'est l'entrée d'une start-up, d'une scale-up. Quand on dessine son organisation au niveau people, et c'est quelque chose qu'on faisait aussi beaucoup chez L'Oréal, on va aller dessiner une organisation qui va nous permettre de répondre à ces objectifs business. L'analogie avec le foot marche toujours. On va dessiner l'équipe et dessiner l'organisation parfaite d'une équipe pour aller réussir le championnat. Je ne sais pas jusqu'où je m'en vais en termes de foot, mais tu me corriges. Vas-y, mais pars sur le rugby, si tu es plus à l'aise avec le rugby. Non, malheureusement, non. Je vais rester sur le foot. Donc, on a le business, cet objectif championnat, puis on va réfléchir à l'organisation, tel Didier Deschamps qui le prépare pour l'équipe de France. On va réfléchir à l'organisation qui nous permet d'atteindre ces objectifs. Et une fois qu'on a l'organisation, on va aller chercher des talents. On va aller chercher les talents qu'on va positionner aux différents endroits qui, individuellement, on espère en tout cas seront des athlètes et des performeurs, mais qui collectivement vont réussir à faire en sorte qu'on atteigne l'objectif. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à peu près 8 ans d'errance en tant qu'entrepreneur et beaucoup de discussions que je peux avoir maintenant avec des entrepreneurs qui sont plus jeunes et finalement qui n'ont pas eu cette formation-là, ou en tout cas qui n'ont pas eu une Wendy dans l'organisation typiquement. Et on a tendance, surtout en start-up, parce que le grand groupe ne le fait pas, à prendre des talents ou à prendre les gens qu'on a actuellement, qui sont plus ou moins performants, talentueux, plus ou moins de potentiel, et à créer l'orga autour de ces personnes. Autour de ces personnes. Et se dire, attends, alors lui, il sait faire ça, elle sait faire ça. Donc, du coup, et à structurer notre équipe et l'organisation de la boîte par rapport aux gens qu'on a.
Ça, c'est un peu c'est ce qui se passe beaucoup en fait quand en start-up, tu as commencé avec des stagiaires, et puis des juniors, et puis qu'ensuite tu as petit à petit évolué et bon, bah, tu avais déjà ces gens-là, et donc tu n'allais pas te séparer de toutes ces personnes, et donc bah, tu as construit ton organisation un peu de manière organique, sans faire ce step back à regarder d'abord effectivement business, orga, people. La plupart du temps, je pense que les gens regardent people, orga, puis après ils voient si ça marche ou pas. Ah, bien sûr. En général, ça marche pas d'ailleurs. Effectivement, on entend souvent parler. Et après, bon, soyons réalistes. Évidemment qu'à un moment donné, on recommence à discuter de people orga, puis on se fait des allers-retours, parce que l'idée, c'est qu'on va aussi aller capitaliser sur les forces de chacun. Mais d'avoir cette vision organisationnelle, potentiellement un peu utopique, je pense que c'est absolument clé. Après, effectivement, on va aller matcher, voir comment on peut travailler les forces de chacun, potentiellement créer des mobilités, ça dépend du stade de développement de la boîte. Mais en tout cas, avoir cette vision qui vient répondre à un objectif, je pense que c'est hyper important de réfléchir l'organisation et ensuite d'aller pousser les cultures. Donc ça, je pense que c'est un schéma qui est important d'avoir en tête quand on se parle de culture performance, parce que si tu n'as pas cet alignement des trois, tu auras du mal à t'y retrouver en train de mal. Et le deuxième point, du coup tu me parlais de miroir, c'est quid du miroir de la culture interne avec ce qu'on renvoie en tant qu'objectif externe. C'est pour ça que je t'ai parlé là du triptyque. En fait, je crois fondamentalement que de la même manière qu'une culture est endogène et exogène, on t'en parlait, je pense qu'on a une logique de miroir importante entre la culture que tu as en interne, les valeurs que tu soutiens en interne et ce que toi tu vises en tant que business et objectif externe. Et c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Souvent, on a tendance à déconnecter. Mais nous, en externe, on veut être ça. Et en fait, en interne, chez Tudigo, on est ça. Ou en interne, chez L'Oréal, on est ça. Et en fait, si on peut prendre l'exemple d'une entreprise assez connue, je sais pas, qui en plus a une culture très forte, qui fonctionne clairement sur les OKR, je sais pas, et dont tu parles souvent, c'est Amazon. Ouais. Effectivement, Amazon, par exemple, ils ont dans leurs valeurs une valeur très forte qui est, alors, je sais pas comment ils l'expriment exactement en anglais, mais qui est l'obsession client. Je pense que c'est juste Customer Obsession. Et donc, c'est une valeur en interne qui défendent, alors on s'en est parlé, on se remet un tout petit peu dans le contexte, mais Amazon, ils utilisent énormément leurs valeurs au quotidien pour prendre des décisions. Dans les réunions, tu les verras régulièrement s'interrompre dans les réunions en disant « Attends, là, on a une décision à prendre. Ok, obsession client, a priori, on va trancher de ce point de vue. » Donc, ça fait littéralement trancher les décisions. De la même manière, en externe, bon, je pense que c'est une surprise pour personne. Amazon a tout misé sur la satisfaction client. D'ailleurs, ils ont un service après-vente absolument exceptionnel. De la même manière qu'ils ont développé aussi Amazon Prime. Pourquoi ? En se disant, finalement, on va réduire le temps de livraison. C'est notre focus. Bon, ils ont forcément à un moment donné travaillé l'OKR aussi là-dessus. Hein. Non, mais attends, là, les gars, en fait, on va réduire le temps de livraison et donc on va faire un focus là-dessus. Tous travailler dans cette dynamique-là. Et donc, on a un alignement parfait entre ce qu'on va nous dire de nous en tant qu'employeur, mais plus qu'en tant qu'employeur, en tant que boîte auprès du marché. Comme nous, chez Tudigo, on dirait, gars, notre objectif, c'est d'aller démocratiser l'investissement du non-côté et donc on veut aller faire ça. Ok, mais qu'est-ce que vous êtes en interne ? Est-ce que vous représentez cette démocratisation ? Comment vous l'incarnez ? Dans vos recrutements, dans vos équipes, dans vos façons de travailler. Et je crois que les standards qu'on va attendre des clients avec lesquels on travaille, c'est aussi ce qu'on va s'imposer à nous. Tu vois, nous, aujourd'hui, on accompagne des porteurs de projets, des fondateurs. On fait des due deals, on est exigeant sur les boîtes qu'on a envie d'accompagner. Et nos critères de sélection sont nombreux, plus d'une quarantaine si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que cette exigence et ce dépassement de soi qu'on va chercher chez les fondateurs, qu'on accompagne en tant que boîte, on doit l'incarner aussi en tant que boîte. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est une de nos grosses valeurs. Au-delà d'être très présente chez toi, chez Stéphane et chez les collaborateurs de Tudigo, c'est ce qu'on va vraiment chercher chez nous et chez nos clients. Donc ce miroir, s'il n'existe pas, en fait, très vite, on retombe dans du bullshit. Parce qu'on n'est pas ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on dit. On dit pas ce qu'on... Enfin, tu vois. Oui, c'est pour ça que nous, typiquement, dans les valeurs internes, on a la transparence. Parce qu'on veut, effectivement, en tant que boîte, être une boîte transparente sur les résultats des boîtes, sur les performances passées, sur les analyses, etc. On a le dépassement de soi parce qu'on veut des boîtes qui vont toujours chercher plus loin. Exactement. On a l'engagement parce qu'on veut, effectivement, que les entrepreneurs qui viennent nous voir avec un plan qu'on va financer derrière le tienne. Ouais, je vois bien. Ok. Tu vois, tu parlais de transparence. Netflix, pour rester un peu sur les grands... Netflix, c'est une boîte qui applique hyper bien la transparence et qui très vite a parlé de radical candeur et qui dit en fait on va se donner des feedbacks pour s'améliorer et surtout on veut garder les meilleurs parce qu'en fait on veut être les numéros 1 et on ne va pas y arriver si on n'a pas cette équipe sportive de haut niveau où chacun veut se dépasser justement marrant, et on veut les meilleurs dans chaque domaine. Et si tu prends Netflix, typiquement en fait ils ont toujours ce truc où ils vont trier les films et ils en sortent des nouveaux, ils en font monter certains et ils en sortent tout le temps du catalogue. L'analogie marche bien. Et donc encore une fois,
je dis pas que ce modèle est parfait ou que ce modèle l'est pas. Il y a plein de choses à redire sur Amazon ou Netflix ou autre. En revanche, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être aligné. Et finalement, cet alignement, pour revenir sur notre sujet cœur, c'est ça qui fait que la culture est au service de la performance. Si tu es aligné sur ce que tu veux, si tu communiques sur ce que tu veux, si tu communiques en externe, en tant qu'employeur, en tant que boîte, avec tes équipes, ce que tu veux, où est-ce qu'on veut aller, comment, ce qu'on attend de vous. Alors en fait, je crois vraiment que la réponse, elle est dans l'alignement. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas simple, hein. Ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de vulgarisation. Mais je crois quand même qu'il y a une grosse clé dans l'alignement et la transparence de ce qu'on communique aux équipes. Alors, justement, par rapport à ça, comment est-ce que quel conseil tu donnerais aux fondateurs ou aux personnes en HR qui souhaitent avoir une culture alignée avec les objectifs de performance? Autrement dit, une culture qui sert les objectifs de perf. Quels sont les points clés à checker? Et puis peut-être déjà la philosophie globale, mais quels sont peut-être 3 points clés qui permettent de s'assurer ou en tout cas de maximiser les chances que la culture serve la performance? Ouais. Je vais te faire une réponse très simple. Je pense qu'il faut commencer par s'aligner au niveau des fondateurs sur ce qu'on veut. En fait, je reviens aux fondamentaux. Je pense que c'est hyper important. Souvent, derrière ces concepts, on met, derrière la recherche de culture et performance, on va chercher énormément de choses. On se dit non, mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Et puis finalement, il faut engager tout le monde. Moi, je crois que le simple fait d'être capable de se poser et de communiquer sur sa vision et de la partager avec les équipes, déjà, ça, c'est le step numéro 1. Le premier step, ce serait de se dire, toi, tu peux te poser avec ton cofondateur et te dire, qu'est-ce qu'on veut achieve? Où est-ce qu'on veut y aller? Ensuite, donc ça, c'est le premier point. Avoir une vision extrêmement. Ça peut paraître simple, mais c'est hyper important. Le deuxième point, c'est embarquer. Embarquer, ça veut dire aussi faire participer, faire collaborer. On n'embarque jamais une équipe ou un équipage en étant seul sur son bateau. On a besoin d'un capitaine qui montre la voie, mais si on n'embarque personne, c'est vraiment si tu pars tout seul, tu vas vite, mais tu n'iras pas loin. J'ai un peu changé la phrase, mais tu as le concept. Ça passe. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, si on a sa vision et qu'on la garde dans sa tête ou avec son cofondateur, on est à peu près sûr d'embarquer personne. Donc, je pense que ce que font toutes ces boîtes, les grandes comme toutes les startups et scale-up qui réussissent vraiment bien à fonctionner, c'est qu'elles embarquent dans le sens où elles font participer. Donc, si on recrute des talents, c'est parce qu'on estime qu'ils sont meilleurs que nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le recrutement. Et qu'ils vont apporter quelque chose à la boîte. Donc, si on leur a fait confiance, si on les a recrutés, si on s'est dit qu'ils allaient élever le niveau, alors on les fait participer à comment, guys, collectivement, on va aller atteindre cette vision. Qu'est-ce qu'un L'Oréal fait? Où est-ce que L'Oréal met son focus pour créer, développer, maintenir une culture d'entreprise forte au service de la performance du groupe? Sur un groupe qui compte des dizaines de milliers de personnes. Oui, des dizaines de milliers, effectivement. C'est une bonne question. Je pense que là où L'Oréal a toujours été très fort, et il continue d'être très fort, même si pas que, ils mettent un accent extrêmement important sur le recrutement, ce qu'on appelle un peu le talent acquisition. Pourquoi c'est important? Parce que chaque personne qu'on va venir intégrer au groupe va finalement, entre guillemets, passer sous le radar des valeurs. Alors, j'aime pas cette analogie un peu simpliste. On va pas recruter des clones. En tout cas, on va aller chercher des personnes, on s'en est parlé sur la première vidéo, qui vont aller matcher ces valeurs, qui vont incarner toutes ces valeurs de L'Oréal, et notamment ce goût d'entreprendre, cette attention portée aux détails, etc. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas aller chercher des recrutements, tu t'assures que individuellement, tu vas ajouter à chaque fois des pierres à ton édifice, tu vas raise the bar, pour le coup c'est ce qui est fait par les autres boîtes aussi, mais L'Oréal est très fort là-dessus parce que non seulement on va aller chercher le recrutement, donc ça veut dire qu'on va attacher une importance au talent acquisition extrêmement forte dans la façon dont on va mener les process, aller interviewer les candidats et vraiment leur faire vivre dès finalement le process de recrutement un bout de l'expérience de L'Oréal. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a une sorte de projection finalement chez L'Oréal qui va te permettre de dire ok, ça me parle pas. Et le deuxième élément, il y en a plusieurs, mais dans les facteurs en tout cas différenciants, c'est ce recrutement, mais aussi cet onboarding dès que tu arrives, où finalement chez L'Oréal, tu n'as pas passé 2 semaines que tu as l'impression d'avoir vécu chez L'Oréal. C'est-à-dire qu'on te fait vivre absolument, de façon implicite ou explicite, à tout moment de ta journée, de tes premières semaines, l'aventure L'Oréal. D'ailleurs, l'onboarding chez L'Oréal, c'est un moment absolument incroyable où finalement tu rencontres beaucoup de personnes du groupe, à l'image de ce qu'est le groupe, encore une fois. La beauté, la diversité des beautés. Là, à nouveau, tu vois, je suis encore en train de te parler de valeurs et de business. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mix dont on parlait tout à l'heure, le miroir
interne-externe, le miroir business-valeur, il est très 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 fort chez L'Oréal. Parce que de la même manière que tu parles de ton business, tu parles de tes valeurs en interne. On va chercher la curiosité, on va chercher l'innovation, on va le chercher dès le recrutement, mais c'est ce qu'on fait aussi au quotidien. On veut être innovant, on veut être les meilleurs et donc on va vraiment y faire attention. Donc tu vas être onboardé de cette façon, tu vas rencontrer dans ton onboarding finalement le cœur business, le cœur de ton périmètre et donc très vite tu vas finalement être plongé dans l'univers l'oréalien et comprendre où est ta place, toi, à titre perso. Je pense qu'ils le font extrêmement, extrêmement bien. Et c'est ce qui fait que, à travers les divisions, à travers les décennies, à travers les pays, cette culture, elle est portée partout. Parce que dans les valeurs, il y a aussi cette passion. Et cette passion, cette fougue un peu, on va la chercher dès le recrutement. On va la chercher et on va l'entretenir. Alors, tu la cherches au recrutement et typiquement, qu'est-ce qu'un L'Oréal fait pour, dès l'onboarding, justement dans l'onboarding, pour transmettre cette fougue, cette passion et te donner le sentiment que tu es chez L'Oréal depuis des mois ou des années au bout de 2 semaines? Je vais te citer une initiative que je trouve, moi qui m'avait beaucoup étonné en arrivant chez L'Oréal, que je trouve géniale. Quand tu arrives, tu as des déjeuners qu'on appelle des déjeuners fit. Dans l'absolu, ça veut un peu rien dire. C'est des déj avec des personnes que tu connais pas de la boîte. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant au moins ta première ou ta deuxième semaine, tu as des déjeuners de planifiés avec des personnes de la boîte. Donc évidemment, tu ne connais pas ce que tu viens d'arriver, mais surtout qui sont de métiers différents. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est pas, donc, typiquement, moi, si j'arrive en tant que RH, on pourrait se dire, bon, bah, génial, en fait, tu vas rencontrer ton pôle et potentiellement. Non. En fait, chez L'Oréal, quand tu arrives, tu vas être connecté à une somme de collaborateurs, de départements différents pour justement aller ressentir cet ADN de la boîte. Et c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que tu les connais pas. Tu vas pas nécessairement travailler tout de suite avec eux, même si vous allez très vite comprendre vos interactions. Mais tu vas toucher, encore une fois, au business de la boîte, à ta mission, toi, à titre individuel. Puis surtout, ça va te connecter au réseau. Encore une fois, L'Oréal, c'est un monde de diversité de beauté. Donc la diversité, tu la vis dès ton intégration chez L'Oréal. Tu vas parler différentes langues, rencontrer différents collaborateurs, différents services, différentes divisions, différents pays. Et à la fin, tu auras une sorte d'échantillon un peu de ce qu'est L'Oréal à petite échelle. Et donc, c'est ce qui va faire que tu vas te sentir aussi intégré. Et que d'ailleurs, potentiellement, 3 mois après, tu te dis, attends, mais j'avais été connecté avec un tel dans ma première semaine. Et ce qui est très, très fort chez L'Oréal, qui marque la culture, c'est que cette dynamique de déjeuner, je ne sais pas à quel point c'est connu, même 2 ans, 3 ans, 7 ans, même après 8 ans chez L'Oréal, je continuais d'avoir des déjeuners quotidiennement avec des personnes que je ne connaissais pas. Et ça, c'est magique, ça arrive très rarement dans les boîtes. Généralement, tu arrives et donc tu as le même groupe. Si tu es dans l'équipe, je caricature un poil. Souvent, c'est organisé par les. Et en fait, ça devient quelque chose de complètement naturel. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça démarre à l'onboarding en étant effectivement un peu pré-organisé. Donc évidemment, tu as un parcours qui t'est organisé quand tu arrives chez L'Oréal. Franchement, ils sont vraiment exceptionnels là-dessus. Mais ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que comme tu viens de le dire, ça devient complètement naturel. Donc moi, si je te prends ma dernière année chez L'Oréal, très franchement, il fallait que je bloque volontairement un déj sur mon agenda si je voulais, entre guillemets, ne pas déjeuner avec un L'Oréalien, sinon tout mon agenda était rempli et je trouvais ça génial. Parce que donc les gens te contactent et exactement, et t'envoient des invites de déj. Ou alors tu croises quelqu'un en réunion, dans le couloir, sur un sujet complètement random, et bah tiens, on se fait un déj, ouais. Et c'est complètement naturel, et c'est comme ça que tu t'enrichis, et je crois vraiment fondamentalement que c'est comme ça aussi que tu continues de t'approprier la culture de la boîte. Et d'ailleurs, c'est repris à certains endroits, les gens font des lunch roulettes chez Amazon ou autre, mais chez L'Oréal, ils ont réussi à avoir ce twist, que les gens sont connectés, et les gens sont généreux, du coup, sont extrêmement généreux dans le partage. Ouais, c'est vrai, parce que la tendance naturelle, ça va être de rester juste avec son équipe. Exactement, tu vas déjà avec l'équipe du même âge. Et donc, tu vois, et t'es tout le temps avec les mêmes personnes, alors que tu as un groupe, chez nous, il y a 70 personnes, et tu vas être à chaque fois avec les 3 à 4 mêmes personnes. Exactement. Donc, en effet, ouais. Okay. Et ça va stimuler ta créativité, tes idées, ta perf. Enfin, tu vois, et on reboucle la perf. Ouais. J'aimerais terminer sur un truc très pragmatique, c'est comment est-ce qu'on évalue la culture, du coup, au niveau du groupe et au niveau des individus? C'est une bonne question. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je pense qu'un des éléments clés, c'est d'assumer que ces valeurs, on les recherche, qu'elles sont fondamentales pour la boîte, qu'elles sont l'ADN de la boîte, et que donc dans notre système d'évaluation, quel qu'il soit dans l'entreprise dans laquelle on est, on va aller se positionner et se dire individuellement, toi, en tant que collaborateur, comment est-ce que tu les incarnes? Et c'est ce qu'on essaie de faire. Nous, chez Tudigo, c'est ce qu'on vient de lancer en tout cas. C'est aussi ce qui est fait chez Back Market. Ça a pris du temps. Quand j'ai rejoint Back Market, ces valeurs, elles existaient, elles n'étaient pas du tout encore ancrées dans les évaluations. Pourtant, elles étaient déjà très fortes. Donc, je pense qu'une réponse qui marche extrêmement bien, c'est de se dire, ces valeurs, les gars, nous représentent, on a envie de les incarner et on pense qu'elles font le succès de notre entreprise. C'est comme ça qu'on switch de valeur bullshit à valeur performance. C'est comme ça qu'on switch d'une
équipe où individuellement on performe, mais en fait on n'incarne pas les valeurs, à collectivement on y arrive et on atteint la performance. Donc très concrètement, lors des évaluations, se dire cette valeur, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi individuellement dans ton job ? Qu'est-ce qui fait que dans le dernier trimestre, tu as incarné ou pas cette valeur ? Essayez de mettre un maximum d'éléments tangibles derrière, de décisions qui ont été prises derrière ces valeurs, de penser chacun des process en fonction de ces valeurs aussi. Donc je dirais, ne pas avoir peur d'aller pousser l'évaluation. On a toujours un peu peur du mot évaluation, mais ce n'est pas très important. Ce qu'on va chercher, c'est l'alignement, encore une fois. L'équipe ne peut pas s'aligner si elle n'est pas investie par la mission et si elle ne partage pas les valeurs de la boîte. C'est absolument clé. Et à nouveau, je redis ce que j'avais dit à la précédente vidéo, c'est OK de ne pas attirer tout le monde. On va chercher des personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure avec la transparence que ça a, de leur dire « Gaz, on a besoin d'aller chercher cette performance pour aller tacler ce marché. » Je ne crois pas qu'on doit s'en cacher. Je crois qu'au contraire, il faut l'assumer. On a l'objectif de la boîte et c'est en étant le plus transparent possible avec les collaborateurs, avec les candidats, avec les clients, qu'on réussira à aller vraiment toucher le sujet de la performance. Tu prenais l'exemple d'un Benzema tout à l'heure. Ouais. Il s'est viré de l'équipe de France. Ouais. Est-ce que un collaborateur qui fait Benzema a individuellement des performances business qui sont bonnes, mais du point de vue des valeurs, aurait une évaluation qui n'est pas bonne, en tout cas, elle ne représente pas la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? On le garde, on s'en sépare ? Ça me fait penser un peu au hire or fire for culture. Moi, je vais être assez tranché là-dessus. Alors évidemment, c'est pas radical. Évidemment, on le vire pas du jour au lendemain, c'est pas le sujet. Par contre, est-ce qu'on se remet fondamentalement en question ? Est-ce qu'on fait un point de recadrage ? Oui, absolument. Absolument, parce que je crois que, je sais pas comment on veut l'appeler, ou bigaleuse ou autre, je pense que c'est très compliqué, très négatif pour une entreprise et qu'encore une fois, on a besoin d'être fondamentalement aligné avec l'ADN de sa boîte. Là, on le replie vraiment avec le miroir. Si on accepte des choses en interne qu'on n'est pas prêt à accepter de l'externe, si le business il est à l'image de cette personne qui n'incarne pas du tout ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on renvoie, je pense qu'il faut être conscient de cette responsabilité. Alors oui, les perfs, si on prend des perfs sales, je pense que c'est le meilleur exemple, quoi. Ouais. Parce que sur un sujet sales, on va chercher du chiffre. Est-ce qu'on va chercher du chiffre no matter what ? Je pense que chez Tudigo, on peut clairement répondre que non. Ouais. Non, certainement pas. Et d'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc en fait, tu peux aller chercher les meilleurs chiffres. Enfin, tu vois, better have a whole than an asshole in your team. Désolé, peut-être qu'on pourra couper au montage. Non, on ne coupera pas. En tout cas, je pense que c'est une phrase qu'on peut assumer. On a besoin d'avoir un alignement OKR et valeurs qui sont clés. Donc les perfs, oui, mais pas au détriment d'un alignement avec ce qu'on veut être et ce qu'on veut renvoyer et ce qu'on veut aussi, juste assumer. Donc clairement. Trop bien. Merci encore Wendy, c'était hyper intéressant. Merci Wendy, merci à ceux qui nous ont regardés et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.